Alexandre Demel, bonjour. Bonjour. Nouveau rebondissement dans la guerre russo-ukrainienne. Un accord de paix est finalement potentiellement possible avec une proposition plutôt étonnante de Volodymyr Zelensky, celle d'échanger des territoires, donc échanger les territoires pris par l'Ukraine Mhm. en échange de ceux pris par la Russie, même si je pense que nous allons voir, il y a quand même une différence de Oui, taille. alors, il y a plus qu'une différence de taille, je suis d'accord avec vous. Il me semble que dans cette démarche, Zelensky essaye en fait de sauver l'honneur, parce qu'il va devoir négocier. Il a dit non pendant des années. Il a dit oui il y a déjà 7 jours. Nous sommes le 12 février. Il y a déjà 7 jours, il a annoncé dans une chaîne anglaise qu'il était prêt à négocier directement avec M. Poutine. Il est obligé de le faire parce qu'il est foncièrement en danger. Premièrement, il n'est pas légitime, mais on reviendra sur cette... enfin, il n'est plus véritable. Il est légal, vous savez la différence entre légal et légitime. Il est légal puisque la Constitution permet qu'il reste en place sans élection tant qu'il y a la loi martiale, y compris des élections législatives. Elles peuvent être annulées tant qu'il y a la loi martiale et une occupation et tant qu'il n'y a pas de règlement du conflit. Donc, c'est légal plus ou moins qu'il ne soit pas apte à organiser des élections et qu'il reste depuis un an déjà un président qui n'est pas réélu. Mais par contre, ce n'est pas légitime parce qu'on peut l'accuser de prolonger éternellement la loi martiale pour rester en place. Et ça le rend extrêmement fragile. Il a des concurrents, nous reviendrons sur ce sujet. Et donc, cette fragilité interne avec une opposition qui commence à grandir, y compris au sein de ses propres conseillers. Nous reviendrons là-dessus aussi. Des gens comme Yermak ou comme Zaloujny, qui maintenant est devenu ambassadeur à Londres, et Yermak est un de ses plus grands conseillers et stratèges. Ces deux personnalités se sont organisées, surtout Yermak, il a même des moyens, des oligarques derrière lui. On a maintenant des gens du Sérail de Zelensky qui peuvent le concurrencer, sans parler d'anciens candidats et présidents comme Poroshenko, qui lui aussi accepte pour l'instant la légitimité de Zelensky, mais lui aussi brigue un nouveau mandat après avoir été battu par Zelensky. Et donc, Zelensky est extrêmement fragile et il doit donc faire admettre à son peuple que celui-là même qui a dit jamais de négociation, celui qui a fait mettre dans la Constitution la pénalisation, la punition, l'interdiction de toute négociation qui entraînerait des lâchages de territoire, cet homme qui a dit jamais un bout d'Ukraine sera lâché, au contraire nous allons avoir la victoire, nous allons faire tomber même le régime de Poutine, il a promis la victoire et il a diabolisé moralement toute idée de compromission et de tractation avec la Russie en vue d'amputation territoriale. C'est très compliqué pour lui de justifier une marche arrière, même si tous les politiques le font. Alors, quelle est la pirouette? C'est peut-être la seule raison finalement de cette conquête, non pas de Koursk, comme disent les médias, mais vers Koursk, parce que ce ne sont pas des ensembles de territoires qui ont été pris, ce n'est pas un oblast qui a été pris, ce sont des bouts de zones habitées, ou plus ou moins habitées, à l'intérieur du tout début de l'oblast de Koursk. On est quand même très loin d'un oblast entier qui a été pris. Des bouts de l'oblast vers Koursk ont été pris par l'armée ukrainienne. Beaucoup d'Ukrainiens sont morts dans cette opération. Et pour beaucoup d'Ukrainiens, notamment une centaine de militaires et de hauts gradés qui ont fait une pétition sur un site ukrainien, ukr.org, on peut retrouver la pétition de généraux tout à fait respectables ukrainiens. Pour beaucoup de militaires ukrainiens, c'était une diversion inutile stratégiquement. On n'a pas pu prendre la centrale nucléaire et ça a fait une perte des meilleures troupes. Parmi les meilleures troupes ukrainiennes ont été envoyées sur le sol russe au détriment du front ukrainien qui est grignoté depuis des mois. Alors on dit ça ralentit du côté des Russes. Bon, ils sont passés de 500 km² par mois à 450. C'est pas non plus un ralentissement ou une inversion de la vapeur. Donc les Russes progressent sur les 2000 km de front. Cette opération, finalement, n'a qu'une seule rationalité, sauver l'honneur. Et on comprend maintenant pourquoi les militaires étaient contre. Et ce sont les politiques qui ont obligé les militaires à suivre une stratégie folle, suicidaire, qui est un véritable chaudron, qui fait tuer des milliers des meilleures troupes ukrainiennes inutilement, alors qu'elles seraient utiles, par exemple, à Pokrovsk, qui va probablement tomber, ou Tchassivyar, ou d'autres, ou Tchernik, ou d'autres, ou même Kharkiv qui est menacé.
Eh bien, là, on a trouvé la raison. La raison, c'était, parce que vous savez, ce qui compte en politique et en géopolitique, ce n'est pas que le réel. Et on le voit avec l'ère du digital, avec l'ère des médias, depuis qu'il y a les médias et la télévision, et encore plus avec les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est ce qui paraît être. Donc, le fait d'avoir pris un bout du territoire russe et de dire nous allons échanger des terres qu'ils nous ont pris contre des terres que nous leur avons pris, permet à M. Zelensky, même si c'est complètement de la fanfaronnade, et beaucoup vont nous dire vous ne le faites à l'envers, on n'est pas dupes, mais en termes de communication, c'est pas pareil que de dire nous allons lâcher des territoires. Là, il va dire nous allons lâcher des territoires, mais en échange de territoires que nous-mêmes avons pris sur l'ennemi. Et du coup, même si je reconnais que c'est complètement ridicule, puisque c'est de 1 à 100, je n'ai même pas fait le calcul, c'est peut-être de 1 à 1000. Enfin, on est à 20% du territoire d'un très grand pays qui fait 2 fois la France, je crois l'Ukraine, et on veut échanger ça contre quelques mètres carrés. C'est même pas un département, c'est même pas la moitié d'un département français. J'ai pas les calculs exacts, mais à ma connaissance, c'est 1000 km², même pas. C'est à peu près 2 fois ce que prennent les Russes en un mois sur le territoire ukrainien. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup moins que ce que les Russes ont pris depuis 2022. Donc voilà, il y a une rationalité. C'était en fait sauver la face, avoir l'air de ne pas lâcher, puisqu'on a dit le contraire pendant des mois et des années, et avoir l'air de faire croire qu'on ne lâche pas, on va échanger. Échanger, ça fait penser à un terme donnant-donnant. Et je crois que les Ukrainiens, quand même, ne sont pas tout à fait débiles. Les sondages montrent que Yermak et Zaloujny, les 2 candidats les plus sérieux au-delà de Poroshenko, s'organisent. En mai, il y aura probablement déjà des exigences américaines d'organiser les élections. Les Américains ont dit maximum, même s'il y a un accord qui est trouvé entre-temps, il ne pourra être signé que par quelqu'un qui sera élu avant la fin de l'année 2025. Mais beaucoup disent que c'est plutôt vers mai que l'on commencera à exercer des pressions. Si ça marche, si le plan Kellogg fonctionne, s'il y a un accord minimal trouvé, les Américains exigeront, imaginons que tout cela se passe fin avril, dès le début du mois de mai, les Américains vont exiger l'organisation de nouvelles élections qui pourra prendre plusieurs mois. Donc à partir de mai, Zelensky sait qu'il est sur la sellette et qu'il va devoir trouver une légitimité, une force morale, une communication, un narratif qui puisse justifier ce qu'il aura commencé à négocier, sachant, je le répète, qu'il ne sera pas considéré comme légitime, les Russes l'ont dit extrêmement clairement, et même M. Trump et M. Kellogg eux-mêmes l'ont sous-entendu, il faudra quelqu'un de nouvellement élu pour signer un accord. Donc en gros, on m'a reproché pour une autre vidéo qui était intitulée Accord Zelensky-Poutine, d'avoir été naïf en pensant que Poutine allait signer avec Zelensky. Les choses sont beaucoup plus complexes, ou plutôt plus mitigées. On peut très bien commencer une négociation avec Zelensky, pas directement. Poutine a dit « je peux envoyer des émissaires parler avec lui ». Donc c'est assez méprisant, ça veut dire en gros, c'est pas mon interlocuteur, mais mon numéro 3 ou mon numéro 2 pourront, ou peut-être Lavrov ou Bogdanov ou des gens du ministère des Affaires étrangères russe pourront négocier avec lui un début de tractation, puisque pour l'instant il est là, mais il n'est pas légitime pour nous et il le sera encore moins quand à un moment les Américains eux-mêmes exigeront des élections. Quand il y aura un accord qui sera trouvé, on pourra lever la loi martiale et on pourra donc mettre en œuvre la Constitution qui oblige à organiser des élections une fois qu'il n'y a plus la loi martiale. Inversement, pour l'instant c'est légal, ce que fait M. Zelensky est légal, il ne peut lui-même pas être élu, c'est pas qu'il a empêché. La Constitution interdit de nouvelles élections tant qu'il y a une loi martiale qui elle-même est liée à la guerre. Donc c'est faux ceux qui disent Zelensky n'a aucun droit, il a fait un coup d'État. Non, il a profité d'une loi martiale, de circonstances exceptionnelles qui sont prévues dans la Constitution, mais ça ne pourra durer que quelques mois, puisque apparemment les négociations Poutine, Trump, Kellogg et les homologues de Kellogg côté russe avancent en secret. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a déjà l'essentiel du dossier qui est sur la table et on connaît en gros, on connaît les termes de l'accord. On connaît la chose la plus difficile ne seront même pas le lâchage des territoires ukrainiens acceptés par les Américains, ils ont déjà accepté depuis longtemps, même pendant la campagne. Le plus difficile sera le volet continental. Qu'est-ce que les Occidentaux offriront aux Russes en termes de redéfinition
des configurations de sécurité sur le continent. Alors, c'est un peu embrouillé tout ça, mais en termes clairs, ça veut dire qu'est-ce que l'OTAN va faire pour qu'elle assure aux Russes que ces missiles ne sont plus, ou antimissiles, à 3 minutes ou à 1 minute, mais à 12 minutes. En gros, c'est pas forcément supprimer l'OTAN ni empêcher des pays d'adhérer à l'OTAN alors qu'ils sont déjà membres. C'est plutôt faire reculer des dispositifs militaires, des bases tournantes ou fixes et des missiles et des antimissiles, des dispositifs qui peuvent annuler la défense ou l'attaque russe, qui rendent la Russie vulnérable, car tout État, pas uniquement les empires, hein, regardez même un tout petit État comme Israël, il préfère des roquettes libanaises à 30 km qu'à 0 km. C'est d'ailleurs le but de guerre de l'opération israélienne dans le Liban Sud, c'était que les troupes du Hezbollah, non pas soient éliminées, mais reculent jusqu'au fleuve Litani, au-delà du fleuve Litani. Parce que même un petit État, il préfère que des roquettes ou des missiles soient un peu plus loin qu'un peu plus près. Tout simplement parce qu'il a plus de temps pour les intercepter. Et ça va être le volet le plus difficile à négocier, car Trump, lui, à la limite, il s'en foutrait. Lui, son ennemi, c'est la Chine, mais il est quand même entouré de gens qui n'ont pas envie de non plus retirer des dispositifs américains pour faire plaisir aux Russes. Donc ça va être le dossier le plus difficile, et c'est là-dessus qu'on est en train de discuter, parce que le lâchage de 20% ou 18% de l'Ukraine, il est déjà acté par l'administration américaine. Lors des élections précédentes en Ukraine, on avait vu que Zelensky n'a pas fait l'unanimité, oui. Que c'était quand même un pouvoir assez contesté, qu'il a gagné de peu une élection présidentielle. Qu'en est-il de la suite? Une fois que ces territoires qui sont aujourd'hui, du coup, seraient pleinement inclus dans la Fédération de Russie, comment pourrait se jouer la prochaine élection en Ukraine? Je pense que Zelensky, même s'il est assez génial au niveau acteur, il est inventif, il a un certain courage, il ne faut pas le nier, il a des qualités, même, on le réduit trop souvent à un guignol. Bon, il est quand même diplômé d'ingénierie. Hein. Il a fait le guignol en jouant au piano avec son sexe. On connaît tous la vidéo, certes, on ne le voit pas en gros plan, mais on devine derrière le piano, mais il ne faut pas le réduire à ça. C'est pas non plus un débile mental, ni un illettré. Il a fait des études, il a connu des grands de ce monde, il était très proche d'oligarques, etc., comme Komolowski, etc., ou Akhmetov, etc. Donc c'est un type qui a quand même roulé sa bosse avant, mais c'est vrai qu'il manquait d'expérience, c'est vrai qu'il était passé par le comique, mais justement, quand il était comique, il était connu dans des émissions de comique, dans des émissions, vous qui êtes russophone, russophone. Il a été très apprécié par les Russes, et pas uniquement les russophones, mais aussi les pro-russes qui se sentent russes de l'Est du pays, parce que justement, en plus d'être russophone et d'être connu dans des médias russophones, il était très suivi en Russie aussi, parce que les télés, finalement, elles n'ont pas de frontières, surtout quand il y a la même langue. Et il avait promis un accord avec les Russes. Il était élu sur justement un programme, contrairement à Poroshenko, le prédécesseur vendeur de chocolat, oligarque vendeur de chocolat qui était devenu le président. Lui, il avait dit, nous allons trouver un reset avec les Russes, on va trouver un accord avec les Russes, et donc, y compris certaines régions qui votaient pour le parti des régions. Pour nos auditeurs, le parti des régions, c'était le parti d'un oligarque pro-russe ukrainien qui a été arrêté, Medvedchuk, par la suite, et extradé, échangé avec un prisonnier, etc. C'était en gros un oligarque qui était le chef d'un parti qui faisait 20%. Comme par hasard, 20% du parti des régions, c'est-à-dire le parti qui était choisi par les pro-russes, eh bien, comme par hasard, c'est à peu près le pourcentage de l'Ukraine qui a été conquis par les Russes aujourd'hui. Donc, la géographie correspond avec le pourcentage des votes. Et donc, on a pas mal de gens qui étaient proches de cette mouvance, le parti des régions, donc des Ukrainiens qui ne voulaient pas être sécessionnistes, mais qui voulaient faire reconnaître leur russité, leur ethnicité, leur civilisation russe, leur appartenance à la culture russe. Eh bien, un certain nombre avaient vu dans M. Zelensky un espoir, parce que c'était lui-même un russophone qui parlait ukrainien très mal et avec un accent très russe. Parce qu'en fait, il était russe, il était beaucoup. Être russe dans ces pays-là, c'est pas uniquement le territoire. Moi, je connais des Russes, par exemple, du Kazakhstan, mais ils seraient vexés si vous leur dites « vous n'êtes pas un vrai Russe ». C'est un peu comme les Grecs ou les Arméniens, vous qui êtes Arménien, un Grec ou un Arménien, j'en ai beaucoup fréquenté, ou même un Turc, hein, on peut prendre l'opposé aussi, souvent va garder ses origines à l'extérieur, comme les Indiens
de plusieurs îles françaises qui restent indiens après des générations, ou des îles offshore. Par exemple, Naipaul, l'un des plus grands auteurs indiens, qui est l'un des inspirateurs de Modi en Inde, le premier ministre indien, eh bien, c'est un Indien né en dehors d'Inde. Donc, la diaspora, ça compte beaucoup pour les Russes orthodoxes. Voilà, donc pour conclure, Zelensky est considéré comme quelqu'un par ceux-là, par ceux qui sont aux Russes de culture, comme quelqu'un qui a trahi ses premières promesses de paix, et puisqu'il va lâcher les territoires, et qu'il est en train de l'annoncer avec la pirouette, on va échanger, pas lâcher, on va quand même retenir de lui. Mettez-vous à la place d'un Ukrainien qui a perdu son cousin, son frère, son beau-père, son oncle, parce que je connais des Ukrainiens qui ont perdu plusieurs personnes dans leur famille, surtout des familles où il y a eu beaucoup de volontaires pour aller se battre, beaucoup ne sont pas revenus. Il va dire, alors si j'ai bien compris, ce type, il voulait négocier avec les Russes. Tout à coup, sous les pressions du groupe Azov, de Pravy Sector, de l'extrême droite ukrainienne qui a pris le contrôle de la police politique de l'armée, et donc il y a un pouvoir de nuisance et de terreur, peu importe que ce soit par peur ou par compromission ou par changement d'avis ou les circonstances, il a promis la paix avec les Russes. Après, il devient l'homme qui promet aucune paix avec les Russes, aucune négociation. Il refuse de signer la paix d'Istanbul fin avril 2022, un accord qui permettait à la Russie de lâcher pratiquement tout ce qu'elle voulait prendre. La Russie se retirait pratiquement de tous les territoires qu'elle avait pris en 2022, en gardant bien sûr la Crimée. Et cet accord a été refusé par Zelensky. Et un Ukrainien va vous dire aujourd'hui, donc il a refusé tout ça pour en fait aujourd'hui accepter bien pire. Parce qu'on s'est battu et on a perdu 100 000, 200 000 morts. Je ne connais pas les chiffres, mais c'est beaucoup plus que les 40 000 que reconnaît l'armée ukrainienne. On a perdu tous ces morts, probablement 150 000. Mais bon, on verra par la suite. Un jour, on saura les chiffres un peu plus raisonnablement. C'est comme le Kosovo. On parlait de tant de morts et après, 3 ans plus tard, on était à peu près à 3 fois moins. Tous ces morts pour rien. Pour en plus négocier avec les Russes des choses beaucoup plus dommageables aujourd'hui qu'à l'époque. Et là, ça va être très difficile pour Zelensky de faire perdurer sa légitimité. Il apparaîtra comme l'homme qui a été héroïque, mais qui a envoyé son peuple au casse-pipe pour, à la fin, finalement, négocier des choses bien pires que ce qu'il aurait pu accepter avec presque pas de morts.